Bonjour à tous, c'est Shaftong et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode des Kakikomi. Et oui, il sort après 2 épisodes de JSPV de plus d'1 heure. Je fais ce que je veux. Pour rappel, mes Kakikomi, c'est l'émission dans laquelle je vais parler de manga. Peut-être des adaptations animées s'il y en a, mais surtout des mangas. Et en l'occurrence, pour les 3 mangas que je vais évoquer dans cette vidéo, il n'y a pas d'adaptation en anime. Il n'y a même pas eu l'idée d'en faire, et je vais essayer de parler uniquement des tomes 1, maximum 2, pour pas trop spoil. Sur ce, commençons, et on va parler de Kasane, de Daruma Matsura, aux éditions Kiyun en France. Donc, Kasane, ou Kasane la voleuse de visage en français, nous raconte l'histoire de... Kasane, si tu suis un peu, une fillette au visage franchement dégueulasse. Et là, c'est pas une question de tous les goûts sont dans la nature, hein. Non, non. Elle est vraiment dégueulasse, hein. Régulièrement insultée et maltraitée par ses camarades de classe. Tu m'étonnes. Sa mère, actrice célèbre de par sa beauté, là d'accord, lui a laissé pour seul souvenir un tube de rouge à lèvres et une consigne mystérieuse. Si un jour ta vie devient insupportable, maquille tes lèvres et embrasse l'objet de ta convoitise. Au bord du gouffre, elle utilise ce rouge à lèvres et découvre que ce dernier vole le visage de ses victimes. À la fois malédiction et bénédiction, elle voit désormais un avenir qu'elle n'osait même pas imaginer. Ce que le résumé nous dit pas, c'est que toute l'histoire se trame autour du théâtre. Et que ce soit pour Kasane comme pour sa mère, elles ont un talent inné pour la comédie. Et le fait que ça parle de théâtre m'a énormément aidé à acheter ce manga. Parce que c'est quelque chose que certes on a déjà vu, mais qui est plus si exploité que ça en ce moment. Et ça fait du bien. Et on comprend assez rapidement qu'il n'y a pas besoin de parler de grandes entreprises ou de grandes organisations pour évoquer des thèmes sérieux comme la manipulation ou le chantage. Et que le monde du spectacle peut être très vicieux et sans pitié. Et ça ne s'arrête pas là, puisque ce manga n'est pas un shonen ou encore moins un shoujo, c'est un seinen. Donc il peut parler de choses encore plus graves que le monde du spectacle. Je vais pas donner de nom pour pas spoil, mais sachez que mort et trahison sont plutôt de mise dans ce manga. Et sont presque comme des personnages assez récurrents. Bon, et évidemment, ça me paraît logique de ne pas le dire, mais on va quand même le faire. Les dessins sont franchement magnifiques et le découpage est aussi très bon et change un peu des trucs classiques qu'on se tape assez souvent. Bref, c'est pour moi un très bon manga, actuellement relayé en 10 tomes au Japon et bientôt 8 en France, qui fait plaisir à lire et qui change un peu de tous les mangas de type action-aventure qu'on se tape, en plus de leur version, de leur adaptation plutôt en anime. Donc voilà, ça donne un vent frais au manga et ça fait du bien. Ah oui, il y a un léger dernier petit détail, certes anodin, mais qui franchement me fait énormément plaisir. Sur la première de couverture de chaque tome, vous pouvez voir Kasane, c'est elle, et parfois non, une autre personne. Eh bien sachez que si vous enlevez cette couverture, vous pouvez voir le vrai visage de Kasane. Comme une métaphore du masque que l'on porte pour se faire accepter en société, et qu'elle doit porter en première de couverture, car si les gens voyaient son vrai visage, ils n'achèteraient probablement pas le manga. Et ça, c'est beau. Non, ça, c'est beau. Donc, pour continuer sur la beauté, voyons maintenant Reine d'Égypte par Chiyudo aux éditions Kiyun. C'est le début d'une nouvelle ère dans l'Égypte des pharaons. Le mariage de la jeune Hatshepsut et de son demi-frère Séti fait de ce dernier l'héritier légitime du trône, sous le nom de Thoutmôsis II. Représentant des dieux sur terre, ils resplendissent sous leur parure et forment à première vue un couple parfait. Seulement, sous ses airs d'épouse idéale, Hatshepsut cache une colère profonde. Elle ne veut pas être une simple reine, mais plutôt devenir pharaon elle-même, comme son guerrier de père. Enfant, elle ne cessait d'humilier Séti au combat à l'épée, et elle est imbattable au tir à l'arc. Pourquoi ne serait-elle pas digne d'accéder au rang suprême? Juste parce qu'elle est née femme? Pour Hatshepsut commence alors un combat pour s'affranchir des conventions ancestrales d'une des plus grandes civilisations du monde. C'est un manga qui part de la position des femmes en société, à l'époque des pharaons. Génial! Heureusement que ça a évolué de nos jours. Donc c'est un manga en 2 tomes uniquement, le 2e tome sortira en France le 8 juin je crois, et qui parle donc de la société à l'époque des pharaons. A noter que le personnage de Hatshepsut a vraiment existé. Alors je sais pas pour les autres personnages, mais Hatshepsut est considérée comme étant la première vraie reine d'un très grand empire dans l'histoire de l'humanité. Pour en parler directement, le découpage est basique mais fonctionnel, et pour les dessins ils sont assez particuliers
mais dans le bon sens du terme, parce que je trouve qu'ils permettent magnifiquement bien de nous conter cette histoire. Et je peux difficilement en dire plus, parce que ce n'est qu'un tome sur 2, donc il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste un manga sur une femme héritière légitime du sang et d'un pouvoir divin, ce que je vous l'ai pas dit, mais elle peut parler et communiquer avec les animaux, mais dont la société ne peut se résoudre à l'accepter, parce que c'est une femme. Et on va suivre son combat jusqu'à sa prise de pouvoir, puisque, historiquement, on le sait, Hatshepsut va finalement devenir pharaon. Et je vous avoue que je trouve ça dommage que ça ne soit qu'en 2 tomes. J'aurais bien voulu plus de détails sur les magouilles qu'elle fait, ou les pensées des citoyens ou des gens dans le palais. J'aurais bien voulu voir ça. C'est des détails qui certes auraient pu tenir en 1 tome, mais j'aurais voulu lire ce tome. Très franchement, parce que j'imagine qu'en 2 tomes, le second tome va nous parler de comment elle va renverser le pouvoir et comment elle va donc arriver à sa tête, et peut-être comment elle va changer la société lorsqu'elle sera à la tête de l'Égypte. C'est vraiment un tome que j'aurais voulu voir, parce que ça aurait permis aussi de bien cerner tout l'univers qu'on nous met en place. Parce que l'univers sur les pharaons en manga, je crois qu'il y en a eu quelques-uns, mais bon, à part Yu-Gi-Oh!, je les connais pas, quoi. Et ça aurait permis de savoir beaucoup plus de choses sur un univers dont on sait finalement assez peu de choses, si on ne s'intéresse pas à l'époque des pharaons historiques dans la vraie vie véritable. Mais cela n'empêche pas que c'est un très bon manga, je le trouve juste trop court. Ce qui est bon signe généralement. Et sans transition, passons au dernier manga qui n'a rien à voir avec les 2 précédents, Immortal House de Ryo Yasuhachi, aux éditions Kiun. L'immortalité est ce qui différencie l'homme de l'animal. Depuis cette évolution majeure, chaque être humain est capable de ressusciter en quelques secondes, en pleine possession de ses moyens et avec son apparence initiale, quelles que soient les blessures subies. Avec ça, une balle dans la tête est souvent le remède le plus expéditif pour guérir un simple rhume. Mais cet état de choses est menacé par l'expansion d'un terrible fléau, le SDR, le syndrome de déficience régénérative. Toute personne infectée perd à jamais sa capacité de régénération. Il n'existe pas de vaccin et les informations sur l'origine de ce mal sont rares. Tout ce qu'on sait, c'est que la transmission se fait par des vecteurs, des agents déjà mortels. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Mystère. Ils ont l'apparence des humains, parlent comme des humains et se fondent dans la masse. L'ONU a déclaré la guerre à ces porteurs de virus et la police est autorisée à les éliminer à vue. L'inspecteur Kenzaki est un fervent chasseur des vecteurs, et pour cause, sa petite sœur adorée est morte à cause de l'un d'entre eux. Mais face à lui se dresse une professionnelle du combat, dotée de capacités physiques surhumaines et d'armes inconnues, qui apparaît à chaque fois que des vecteurs sont en danger. Sa mission, les exfiltrer et les aider à disparaître. C'est littéralement le manga dans lequel, comme je disais dans le JSPV 2, la mort n'est qu'une simple maladie. Et c'est littéral, hein. La mort se transmet dans ce manga. Le SDR, le syndrome de déficience régénérative, c'est-à-dire le virus de la mort, en gros, est contagieux par un moyen spécifique. Et d'ailleurs, ce moyen, bon, je peux vous le dire, c'est l'amour. Et d'ailleurs, ce moyen, je peux vous le dire parce que c'est dans le tome 1, c'est l'amour. Et je trouve ça dommage. Parce que je trouve que, personnellement, l'amour est une chose abstraite. On sait pas vraiment ce que c'est. Alors de là à dire que ça peut carrément transmettre des maladies, ça en devient une sorte d'MST en Wi-Fi en fait. Bref, là on rentre dans un manga de type action-aventure plutôt classique. Du coup voyons les bons et les mauvais points. Pour ce qui est des bons points, on a déjà le fait que les personnages principaux ne sont pas des lycéens, comme on pourrait le penser avec la première de couverture, ce sont des adultes, dans un monde d'adultes. Et heureusement, parce que ça aurait été chiant. Deuxièmement, le fait que la mort soit moins grave qu'un rhume, ça permet des très bonnes vannes. Quand on aime l'humour noir, ça permet de très bonnes vannes. Et tertio, parce que ça en fait pas franchement un mauvais point, les dessins et les découpages sont basiques. Ils sont pas moches les dessins, mais il y a mieux quoi. Pour ce qui est des mauvais points, pour moi, le principal, c'est vraiment le fait que le virus se transmette par l'amour. Parce que comme j'ai déjà dit, c'est quelque chose d'assez vague, à moins que ce soit un peu plus détaillé plus tard, mais c'est surtout qu'on se doute qu'à un moment donné, et en l'occurrence à la fin du tome 1, le personnage principal féminin va forcément faire en sorte de faire tomber amoureux de elle, le personnage principal masculin, pour pouvoir le tuer. Et c'est dommage, parce que du coup c'est prévisible. Après, c'est très bien fait, et c'est pas dit que tout va se passer de manière prévisible. Ni que ça aboutisse d'ailleurs.
Mais sinon, l'univers est très prenant, parce qu'on se rend très vite compte que dans un univers où la seule mort possible est de vieillesse, bah ça rend la société totalement différente de celle qu'on vit dans la vérité véritable. Surtout si on rajoute le fait que certains humains ne sont pas immortels. Ces humains sont appelés les vecteurs. Parce que dans un monde d'immortels, bah la médecine, ça n'existe pas et ça ne sert à rien. Un rhume, une balle dans la tête. Une dent enragée, une balle dans la tête. Une brûlure, une balle dans la tête. Et c'est réglé. Ce qui pose problème aux vecteurs. Puisque une simple entaille peut leur être fatale en fait. Et ça s'arrête pas là, puisqu'il y a aussi les délits et les crimes qui sont totalement différents. Parce que dans un monde d'immortels, la drogue, peu importe laquelle, peu importe sous quelle forme, peut parfois pousser des gens à faire des massacres, se suicider, ou, s'ils en prennent trop, à faire une overdose. Dans un monde d'immortels, on s'en fout. Parce que tu meurs pas. Donc les dealers dans cet univers sont comme des voleurs à la tire dans la vraie vérité véritable du monde actuel. Cependant, si les homicides n'existent plus, tirer dans la foule est considéré comme un délit de coups et blessures sur autrui. Donc vous pouvez vous faire arrêter. Bref, je trouve cet univers extrêmement intéressant, surtout si l'auteur pense vraiment à tout, et j'ai vraiment hâte d'en lire la suite. Bilan, je vous conseille vraiment de lire ces 3 mangas. Et c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve à la prochaine. おしまい。